Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel entretien du Parti de la France. Et aujourd'hui, j'ai l'immense honneur, l'immense plaisir de recevoir Jérôme Bourbon. Jérôme Bourbon, directeur du Rivarol. D'ailleurs, dans les numéros Jean-Marie Le Pen, évidemment, que je vous conseille, je vous conseille de l'acheter. Bien entendu, il y aura un lien dans la description. Et justement, en parlant de Jean-Marie Le Pen, vous avez été présent, ainsi que de nombreux cadres de la mouvance nationaliste comme nous, à l'hommage aux obsèques nationales pour Jean-Marie Le Pen à Paris. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet hommage ? Permettez-moi d'abord de présenter tous mes vœux aux auditeurs, aux téléspectateurs qui regarderont cette émission. Je vous remercie de votre invitation, puisque nous sommes encore au mois de janvier. Je ne sais si la vidéo sortira ce mois-ci, mais enfin, on est encore dans le premier mois de l'année. Par conséquent, je présente tous mes vœux pour vous et tous les vôtres. Alors, s'agissant de cette cérémonie dite d'hommage à Jean-Marie Le Pen, puisqu'il a été inhumé le 11 janvier dans le cimetière de sa ville natale, à Trinité-sur-Mer. Et en effet, le 16 janvier, ses filles avaient organisé cette cérémonie religieuse et d'hommage au Val-de-Grâce. Et c'était un hommage public, nous disait-on. En principe, un hommage public, tout le monde est bienvenu, en tout cas, tout le monde peut accéder, alors pas forcément à l'église, car on savait que le nombre de places était limité, je crois qu'il y en avait 480, mais ce que nous souhaitions faire, c'était entrer sur le parvis du Val-de-Grâce, dans la cour du Val-de-Grâce, c'est-à-dire franchir la grille, en fer forgé, et ça n'a pas été possible parce qu'on a été refoulé par le DPS, le département protection sécurité, ce qui, pour les gens qui ne le savent pas, est le service d'ordre historique du Front National, aujourd'hui devenu Rassemblement National, et ce qui est bien la preuve qu'il y avait une liste nominative de personnalités jugées indésirables, une liste noire en quelque sorte, et nous avons été une demi-douzaine au minimum à se faire refouler, puisqu'il y a eu Henri de Lesquen, président du Carrefour de l'Horloge, qui ne s'y attendait pas manifestement. Il y a eu Yvan Benedetti, président des nationalistes. Dieudonné, finalement, lui, comme il est arrivé en retard, il n'a même pas essayé d'entrer, mais il est évident qu'il n'aura pas eu l'autorisation d'y entrer. Ils avaient dit que Soral, le risque de venir, était en Suisse, mais il était aussi jugé indésirable. Et Thomas Joly, président du Parti de la France. Voilà. Donc, tous ceux qui pourtant avaient une considération sincère pour Jean-Marie Le Pen et profonde, finalement, ont été éliminés, alors que d'autres qui avaient eu maille à partir, un autre avec le Front National, que ce soit Bruno Maigret, puis Carole Lang et d'autres encore, tant mieux pour eux, tant mieux pour eux qu'ils aient pu rentrer. Mais disons que je constate qu'il y a eu deux poids, deux mesures, et je constate que le critère qui n'a pas été développé, mais qui est évident, qui a été choisi pour déterminer si on a eu le droit d'entrer ou pas, c'est le rapport au lobby juif. C'est évident, je veux dire. C'est les gens qui sont jugés antisémites, c'est-à-dire judéo-critiques, qui finalement ont été interdits d'entrer, c'est tout. Donc on voit très bien que la direction du Rassemblement National, les filles de Jean-Marie Le Pen, passent sous les fourches codines de cette coterie, de ce lobby. Voilà. Et donc même dans les obsèques ou dans l'hommage à Jean-Marie Le Pen, eh bien cette question dont on me dit qu'elle n'est pas centrale, moi je constate qu'elle est à ce point centrale que finalement on nous empêche même physiquement d'entrer dans le parvis. Bon alors comme il y avait des écrans géants, on a pu voir quand même, on a pu assister à l'extérieur à la cérémonie quand même, mais symboliquement, je trouvais que c'était quand même très intéressant à noter. J'ajoute également que c'était un 16 janvier, 4 ans jour pour jour, après que Jean-Marie Le Pen eut cédé à sa fille la présidence du Front National. 16 janvier 2011, congrès de Tours, où il quitte la présidence. 16 janvier 2025, 4 ans après, il meurt. Et donc cette cérémonie d'hommage au Val-de-Grâce qui marque, à mon avis, la victoire définitive de sa fille, finalement, et de la dédiabolisation qui, à mon avis, va s'accélérer. La normalisation, maintenant qu'il n'est plus là, ça va déjà commencer très largement, mais je pense qu'ils vont aller encore plus vite et plus fort, surtout dans la perspective de la présidentielle 2027, des échéances à venir, voilà. Oui, parce que ces dernières décennies, Jean-Marie Le Pen était très proche du Parti de la France, était très proche de Rivarol également. Je n'ai pas beaucoup vu, même pas du tout évidemment, le Front National post-2015 inviter Jean-Marie Le Pen pour quelconque entretien ou même quelconque interview pour savoir ce qu'il pensait de l'actualité politique. Est-ce qu'on peut dire que plus on crachait sur Jean-Marie Le Pen, plus on avait de chances d'être dans l'église, plus on était proche de lui, plus on avait de chances d'être écarté? C'est vrai qu'il y avait quand même, je veux pas de faire de la délation ou de donner des noms, d'autant que Jean-Marie Le Pen vient de mourir, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient vraiment des tartuffes, qui étaient là dans l'église, et quand on pense que les personnalités à qui on a demandé de faire les hommages, quand on connaît un petit peu le dessous des cartes, c'est vrai que c'est assez consternant, même si ce n'est pas du tout surprenant.
Et vous étiez aussi connu pour vos divergences avec Jean-Marie Le Pen. Pourquoi autant de soutien pour lui, malgré ces divergences assez significatives ? Eh bien, d'abord, je ne pensais pas, d'ailleurs certains lecteurs de Révolte me l'ont dit également, avoir tant de peine quand il est mort. Je ne pensais pas que je serais à ce point affecté par sa disparition, mais il est vrai que c'est 40 ans de ma vie en quelque sorte, puisque moi j'ai pris ma première carte du Front National, j'avais 15 ans, et quelque part, si je suis à Révolte depuis maintenant un quart de siècle, c'est quand même en grande partie grâce à Jean-Marie Le Pen. De manière indirecte, évidemment, c'est pas lui qui m'a coopté, mais disons, je n'aurais pas forcément épousé ces idées-là, je n'aurais pas eu ces engagements-là, j'aurais pas eu envie d'écrire dans la presse nationale et nationaliste si je n'avais pas épousé les idées qui étaient les siennes. Et je dois dire que oui, j'ai toujours eu une profonde affection, une profonde considération pour Jean-Marie Le Pen. Alors c'est vrai qu'il y a eu parfois des divergences. L'essentiel, c'était lorsqu'il a imposé sa fille. C'est vrai que les gens qui étaient sincèrement le pénistes, qui étaient sincèrement proches de lui, ça a créé au fil des années une forme d'incompréhension et de distance affective, mais qui n'a jamais été absolue quand même. Et puis c'est vrai que le fait qu'il ait été chassé par sa fille en 2015, ça nous a rapprochés à nouveau. Bon, donc je n'ai pas tout approuvé de ce qu'il a pu dire ou faire, c'est certain, mais malgré tout, comme dans ce numéro spécial nous l'indiquons, il a eu raison quand même sur l'essentiel des grands sujets politiques et géopolitiques, et avec une préscience, une vista, une intuition exceptionnelle, et oui, c'était un homme exceptionnel, sans même parler de sa culture exceptionnelle, de ses bons mots, de son amour de la langue, de la littérature, de sa culture politique et historique. C'était un régal de l'écouter, et je dois dire que lorsque j'étais adolescent, je trouvais qu'il crevait l'écran, alors que de vérité, c'est là où je l'ai découvert, comme beaucoup de Français, et c'est vrai que depuis, face à toutes les campagnes ignobles qu'il a subies, c'est vrai que j'avais pris ma carte au moment de l'affaire du recours crématoire, que j'avais tellement été scandalisé pour ce simple jeu de mots, d'abord du recours du Moulin, puis du recours crématoire, dans ce discours du 2 septembre 1988 à l'université d'été du Front National au Cap d'Agde. Eh bien, je m'étais dit, tout le monde lui tombe dessus, y compris quelques personnalités du Front National qui le quittent. Je me suis dit, bon, à mon humble niveau, bien que jeune homme, je vais le défendre. Et pour la petite anecdote, comme j'avais 15 ans, j'avais pas encore de compte en banque, donc j'avais dû passer pour mon cousin Germain pour pouvoir adhérer au Front National, parce que il fallait faire un chèque, quoi, à l'époque. Et comme il était plutôt du RPR, lui, pour Chirac, j'avais dit que c'était pour acheter un livre à la boutique FN. C'était un pieux mensonge, si j'ose dire. Bon. Et le livre de Jean-Claude Martinez, qui est excellent, Les 100 premiers jours de Jean-Marie Le Pen à l'Élysée, en réalité, c'était pour adhérer au Front National. Je crois que c'était une centaine de francs à l'époque, 100 ou 120, je crois 120, il me semble. Et voilà, donc... c'est 20 € aujourd'hui, à peu près. Comment ? Oui, à peu près, voilà, c'est ça. Voilà. Et donc, et c'est vrai que bon, je l'ai souvent vu dans des meetings, bon, non seulement bien sûr au BBR à Jeanne d'Arc, mais également dans des meetings. Et je dois dire que moi, là où je le trouvais le plus formidable, c'est lorsque, imitant en quelque manière les télévangélistes américains, il arpentait la scène avec un simple micro-cravate. Et n'avions, comme j'ai pu l'écrire dans l'éditorial, n'avions-nous pas à ce moment-là l'enthousiasme débordant et l'esprit brûlant lorsque, muni de simple micro-cravate, sans la moindre note et dans une langue superbe, il nous racontait son enfance et sa jeunesse, le sol de sa maison en terre battue, les barques des marins battus par les flots, la terre et les morts, cette terre de France, tant labourée, tant travaillée au fil des siècles, d'où nous venons et nous retournerons, ces terroirs, ces clochers qu'il nous fallait aimer et protéger, ces laboureurs, ces paysans, ces pêcheurs qui, au prix de 1000 sacrifices, ont permis à notre pays et à notre peuple d'être et de durer au fil des siècles. Et donc, il y a quelque chose d'émouvant. Il y avait une dimension poétique chez Le Pen. Hein. Il était capable de captiver, voire de faire chavirer son auditoire. Et c'était remarquable. Et puis bon, c'était quand même aussi le marin. Il a beaucoup navigué. La Trinité-sur-Mer est un port. Et donc, il a toujours aimé naviguer, y compris dans des monts entiers, sur tous les océans, sur tous les continents où il a été. Et c'est vrai que je pense que sa dimension poétique, il y a cela aussi, puisque évidemment, quand on navigue de jour comme de nuit, on contemple la création, on admire le soleil, la lune, les étoiles, le chant des oiseaux, le bruit des vagues et du vent, le charme des embruns, la beauté d'un ciel étoilé, et on partage finalement le sentiment des marins fixant l'horizon, et
confiant plein d'abandon leur destinée, leur embarcation à Marie, qu'on appelle l'étoile de la mer. Bon. Et donc, il y a cela, et puis il y a la dimension aussi poétique de Le Pen, du fait qu'il a, chez les jésuites, beaucoup appris. Hein. Non seulement il connaissait des milliers de chansons avec les couplets dans l'ordre, c'était de registres très divers, hein. Il chantait toute la journée, y compris sous la douche, etc. Mais également des milliers de vers. Il faut savoir que chez les jésuites, chaque trimestre, il se levait à 5 heures du matin l'été, à 6 heures du matin l'hiver, et ils apprenaient chaque trimestre, consciencieusement, 400 vers français, 300 vers latins et 100 vers grecs. Hein. Et c'est pourquoi ça donnait une culture considérable. Quoi. Quand Gollnisch allait le voir quelques jours avant sa mort à l'EHPAD de Garches, eh bien, il est capable de lui réciter encore en entier, sans hésitation, un poème de Victor Hugo. Hein. C'est quand même hallucinant. Hein. Voilà. Donc, il faut voir quand même ce qu'on a perdu. Quoi. Et puis, bon, les bons mots, j'en cite juste 2 ou 3. Enfin, moi, je crois que c'est un régal. Par exemple, au moment du montage de Carpentras, lorsque Laurent Fabius, alors président de l'Assemblée nationale, avait fait croire que Félix Germont, l'Israélite qui avait été déterré de sa tombe, il avait fait croire qu'il a été sodomisé avec un pied de parasol, tout était faux dans cette affaire-là. Le Pen avait répondu, lorsque M. Fabius parle d'anus, cela sonne dans sa bouche comme une rime. Bon, c'était formidable, quoi. Et lorsque Giscard et Chirac avaient créé un parti, l'Union pour la France, l'UPF, et que finalement ils n'étaient pas entendus sur les statuts, puisqu'il y avait beaucoup d'arrière-pensées de part et d'autre, Le Pen avait ironisé sur ce bébé mort-né de l'UPF en disant c'est l'IVG de VGE, c'est l'IVGE. Hein, puisque Giscard c'est VGE, bon, Valéry Giscard d'Estaing. Bon voilà, donc il avait un sens de la formule qui était formidable, quoi. Hein. Rappelez-vous également, lorsque on lui reprochait toujours d'être raciste, il disait mais je comprends pas, mon cuisinier est noir, mon personnel de maison est noir, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, hein? Faut-il que je me marie avec un noir homosexuel et sidaïque, hein, voilà. Hein, et d'autre part, quand il l'a interrogé sur la création d'entreprise en France, il disait la première usine qu'il faudrait créer, c'est une usine à couilles. Voilà. Bon, donc si vous voulez, voilà, ça c'est Jean-Marie Le Pen, quoi. Donc c'était formidable, on se régalait, quoi. C'était un régal de l'entendre, de le voir. Je dois dire que moi j'ai eu la chance avec Rivarol de l'interviewer une dizaine de fois à Montretout, et c'était toujours un régal de l'entendre. Il y avait un charisme, il y avait quelque chose d'envoûtant chez lui. Et je dois dire qu'en republiant pour ce numéro spécial en vente chez la mi-février, et qu'on peut également commander sur rivarol.com en version numérique 4 €, en version papier 9 € avec les frais de port, numéro 3644, numéro spécial 20 pages, je pense que je ne serai pas déçu, hein. On a tout donné pour ce numéro. Bon, eh bien, j'ai republié en intégralité, sans changement, les 2 interviews qui avaient fait polémique, qui nous avaient accordé, 2005, 2015, et 10 ans après 2025, sa mort. Hein. Tous les 10 ans, il y a eu des éléments essentiels. Eh bien, en 2005, c'est comme providentiel, parce que 2 ans et demi à l'avance, il prévoit que c'est Ségolène Royal qui sera la candidate du Parti Socialiste. 5 mois à l'avance, il prévoit la victoire du non-référendum sur la Constitution européenne, puisque l'interview a été faite fin décembre et publiée début janvier. Fin décembre 2004 et publié début janvier 2005. Et puis, moi, ce qui m'a frappé, je ne me rappelle même plus en relisant cela, il prévoit la guerre entre l'Ukraine et la Russie, fin 2004. Il faut le faire avec près de 20 ans d'avance. Hein. Il dit, mais Poutine ne se laissera pas faire. Les propos menaçants et énergiques qu'il développe, si on s'en prend à son aire d'influence, si les États-Unis continuent à le provoquer, avec la fondation Soros, avec ce qui se passe en Ukraine et tout ça, il est prêt à la guerre. Il est prêt au conflit, il ne se laissera pas faire. Incroyable. Alors que beaucoup de gens, quelques semaines encore avant le conflit, n'y croyaient pas. On pensait que c'était de la gesticulation et qui n'irait pas au bout. Voilà. Donc si vous voulez, il y a une exceptionnelle hauteur de vue, une finesse d'analyse chez Le Pen qui est exceptionnelle. Et ça, je dois dire que ce que j'ai trouvé désolant, même si je n'ai pas été surpris, c'est finalement, au moment de sa mort... on a parlé que de son antisémitisme supposé, de ce qu'ils appellent son négationnisme, alors qu'en réalité, dont il faudrait redire un mot, mais en l'occurrence, tout ça, on n'en parle pas, quoi. Alors qu'il avait raison sur tout. Il avait raison sur le danger majeur de l'immigration massive, il évoquait toujours, rappelez-vous, la démographie, où il disait finalement... La démographie en Europe, elle est catastrophique, alors qu'elle est très développée dans d'autres pays, dans d'autres continents du monde. Vous savez que l'INSEE a publié le 14 janvier le taux de fécondité, et il est de 1,62 enfants par femme en France. Il ne cesse de baisser. Il était encore à 2 il y a 10 ans.
Hein. Donc en 10 ans, on a baissé, c'est énorme. Hein. En Europe, sur l'ensemble du vieux continent, c'est encore plus faible. C'est 1,53. Enfin, et de ce point de vue-là, l'Europe de l'Est n'est pas en mieux lotie que l'Europe de l'Ouest. Hein. Et dans d'autres pays, notamment en Asie, c'est encore pire. Hein. Le Japon est 1,2. Vous savez que le pays au monde où le taux de fécondité est le plus faible, c'est la Corée du Sud. Hein. 0,72%. Voilà. Et donc c'est considérable. Et je pense que ça va augmenter parce que tout est fait pour qu'il n'y ait plus d'enfants qui soient faits, avec la fragilisation des couples et des familles, avec les catastrophes écologiques avec lesquelles on fait peur aux gens, etc. Avec aussi les problèmes de pouvoir d'achat, les difficultés de se loger, un nombre de chambres suffisant compte tenu du prix de l'immobilier, des difficultés financières que rencontrent les gens, etc. Donc tout est fait, évidemment, pour aller contre les familles stables, les familles nombreuses et les enfants. Or, il n'y a rien de plus beau qu'un enfant. Moi, j'en ai eu 6, 3 garçons, 3 filles, et c'est vrai que c'est un bonheur merveilleux, et de voir cet apprentissage, cet enfant qui peu à peu vous dit papa, dit maman, qui apprend peu à peu à marcher, à parler, à chanter, à prier, c'est formidable finalement. Qu'on prend dans ses bras, dont le cœur ne demande qu'à aimer et être aimé en retour, et donc il n'y a rien de plus beau finalement. Bon, et ça, c'est quelque chose qui n'a pas changé finalement, hein, au fil des siècles et des millénaires. Et donc on voit très bien que il a compris que finalement on allait être submergé, hein, dépossédé, submergé en voie d'être remplacé, et c'est bien ce qui se produit sous nos yeux, et il l'avait annoncé depuis 40, 50 ans et plus. Hein. Je me rappelle de propos de lui, évoquant dans les années 80 la libanisation de la France qu'il fallait éviter. Quand on voit où on est le pays du cèdre aujourd'hui, on mesure à quel point il avait raison sur l'immigration et la démographie, raison sur le communisme. Il a toujours été toute sa vie un anticommuniste de choc. Il avait compris que ce système était économiquement absurde, politiquement criminel, moralement abject, asservissant les corps et les âmes, et c'était pas facile d'être anticommuniste à l'époque. Hein. C'est Jean-Paul Sartre qui disait tout anticommuniste est un chien, et donc il a eu ce courage, cette lucidité-là. Il a eu raison sur la construction européenne, ce qu'ils appellent la construction européenne, dès 1957, alors jeune député, il vote contre le traité de Rome, hein, parce qu'il avait lu Caudionneuf Kalergi, il avait compris qui était Jean Monnet, ses déclarations, ses projets, il avait compris que l'Union européenne, qu'on appelait à l'époque la CE, loin de vouloir construire une nation européenne, ce qui de toute façon aurait été utopique, c'était simplement le cheval de Troie des États-Unis d'Amérique, du cosmopolitisme, du mondialisme, et que ça ne serait qu'à détricoter les nations historiques, dont la France, hein, en Europe. Et on ne le voit que trop aujourd'hui, hein, puisqu'on a perdu notre souveraineté. Voilà. Et on voit très bien donc que là aussi, il a eu raison, les faits lui ont donné largement raison. Sur le sida, il a eu raison, au moment où il y a eu le crime du sang contaminé qui a conduit à la mort de milliers de Français, il avait évoqué les dangers terribles de ce fléau. Voilà. Donc on pourrait contre la décadence morale, contre la pornographie, contre l'avortement, contre la loi Veil, bref, on pourrait multiplier les thèmes fondamentaux, vitaux, sur lesquels finalement il a eu raison. Hein. Et c'est pourquoi il était tant diabolisé, car aucun homme, je crois, dans l'histoire politique française n'a été à ce point diabolisé. Rappelez-vous Carpentras en 90, où une foule vociférante défile devant une baudruche, au nom de Le Pen, indiquant Carpentras c'est moi, l'accusant de manière calomniatrice de viol de sépulture, au moins moralement. Et en 2002, 12 ans plus tard, mais 90 c'est Carpentras, mais 2002, 12 ans jour pour jour, c'est quasiment jour pour jour, c'est la quinzaine de la haine. Hein, voilà, là aussi une foule qui crie des slogans, plutôt l'escroc que le facho, pour le FN une balle, pour le FN une balle, pour le FN une rafale, et on a vu jusqu'à sa mort finalement ces groupes de jeunes gens, de jeunes filles, souvent ayant à peine une vingtaine d'années, parfois moins, qui à Paris, dans les grandes villes de province, ont dansé sur son cadavre encore chaud, chantant, dansant, lançant des fumigènes et feux d'artifice, buvant du champagne, ce qui était tout à fait inouï. Et donc on voit que même après sa mort, la haine contre lui, mais surtout contre ce qu'il représentait, contre les idées qu'ils incarnaient, eh bien, elle est toujours aussi vive, aussi incandescente finalement. Voilà. Oui, tout à fait. Petite parenthèse, vous me dites, rappelez-vous, en 1990, j'étais pas du tout né, je suis né 10 ans plus tard. Oui, excusez-moi, ouais. C'est là que je me rends compte que je suis déjà vieux, moi, finalement. Mais non, faut pas dire ça. Oui, mais c'est toute mon enfance, c'est toute mon enfance et ma jeunesse, finalement, Le Pen. C'est toute une partie de ma vie, c'est 40 ans de ma vie. Et c'était formidable de l'entendre, de le voir. C'était formidable. Ça doit être vraiment quelque chose. Vous êtes malheureusement connu pour être persécuté judiciairement, donc forcément je vous pose la question en tant que directeur de Rivarol. Comment se porte Rivarol aujourd'hui? Est-ce que vous continuez de subir des persécutions?
Oui, bah c'est une constance. Là, j'entre des procès au printemps, et puis on nous a enlevé, il y a près de 3 ans maintenant, l'agrément de la commission paritaire, ce qui a des effets considérables parce que ça triple nos tarifs postaux et ça augmente le taux de TVA sur les ventes, et surtout, ça permet une distribution, ça permet une persécution en kiosque, puisque maintenant il n'y a plus obligation de nous vendre et de nous exposer, de telle manière qu'il y a toute une série de marchands de journaux, de grandes enseignes sur lesquelles on a fait pression, qui finalement ne veulent plus nous vendre maintenant. Et c'est pourquoi on a disparu de la plupart des supermarchés aujourd'hui, parce que par les réseaux sociaux, par des coups de téléphone, par des visites, ils ont fait pression en disant comment on pouvait vendre un tel journal négationniste, antisémite, homophobe, transphobe, etc. Et par conséquent, malheureusement, ça fonctionne, quoi. Et donc on a perdu quand même beaucoup de ventes à cause de cela. Donc quand vous avez une diminution des recettes d'un côté et une augmentation des charges, avec l'augmentation, j'ai dit, notamment des tarifs postaux, c'est sûr que l'équilibre économique s'en ressent, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc évidemment, on est quand même fragilisé par cela, et c'est pourquoi j'encourage vraiment tous les gens qui le souhaitent et qui le peuvent à s'abonner au journal. On a des abonnements prix réduits là jusqu'à fin février, début mars. Profitez-en, ça peut se faire par prélèvement mensuel, par chèque, par virement, par carte bancaire. On peut trouver des solutions, mais aidez-nous, abonnez-vous. Pas encore crypto-monnaie? Pas encore, mais je crois que c'est comme de la nitroglycérine. Et que surtout, je ne vois pas d'équivalent, me semble-t-il, en journal papier hebdomadaire en Europe, partout ailleurs en Europe. Tous ceux qui existaient ont disparu. Le National Zeitung en Allemagne en 2019, le journal du MSI il y a une dizaine d'années en Italie, d'autres encore, et même en France, parmi les titres de la droite nationale et radicale historique, je n'en vois pas d'autres, qui soient à la fois en kiosque et sur abonnement, qui existent encore. Par conséquent, je crois que... Mais je pense que si on existe encore aussi, c'est grâce, je pense, à la clarté, je pense, de la ligne, à sa radicalité, je pense, à son intransigeance. Voilà. Complètement d'accord. Nous avons vu le 20 janvier l'investiture de Donald Trump, on a vu également le discours d'Elon Musk. Est-ce que vous pensez que cet élan populiste outre-Atlantique, c'est une bonne augure pour la France et l'Europe? Je l'espère. Je reste prudent parce que je ne sais pas ce que sera ce second mandat de Trump, ce second mandat après une éclipse de 4 ans. On verra, la plupart des premiers décrets qu'il a pris vont dans le bon sens, que ce soit le fait qu'il se retire de l'accord de Paris sur le climat, qu'il se retire de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qu'on puisse acheter autre chose que des voitures électriques, ça c'est formidable, qu'il y a un attachement à la liberté d'expression, que les 1500 personnes qui avaient été mises en cause sur le plan judiciaire aux États-Unis pour l'assaut pacifique du Capitole et toutes étaient amnistiées. Voilà. Donc je crois aussi qu'il amnistie aussi des personnes qui avaient manifesté contre l'avortement, qui avaient eu quelques soucis judiciaires aux États-Unis. Et donc il les a toutes amnistiées. Donc tous ces décrets vont dans le bon sens. Dans son premier mandat, il avait aussi beaucoup baissé les impôts, favorisant la création d'entreprises, favorisant l'innovation. Donc tout ce qui est dans le sens de la liberté d'expression, liberté d'entreprendre, liberté de penser, liberté d'agir. Évidemment, alors que nous sommes dans un monde où nous étouffons littéralement, où l'air manque à nos poumons, eh bien, je crois que c'est très positif. Donc tout ça est très positif. Après, le seul point noir que je verrais le principal point noir que je verrais chez Trump, c'est quand même son ultrasionisme. Alors, qu'est-ce qu'il va faire vis-à-vis de l'antisionisme, etc. Je ne sais pas. On verra, puisque j'ai vu qu'il avait déjà amnistié une vingtaine de colons en Cisjordanie qui avaient tué des Palestiniens, volé leur territoire, leur terre, tout ça. On verra ce que ça va donner. Bon, il y a un cessez-le-feu pour l'instant à Gaza, tant mieux. Ça n'est pas le cas, hélas, en Cisjordanie, puisque l'armée israélienne profite pour s'en prendre à Jenin, etc. Bon, on verra ce qu'il fera. Donc, je jugerai sur les actes. Lorsque des actes seront dans le bon sens, on le dira publiquement, on se réjouira, on le félicitera. S'il y a des choses qui nous paraissent négatives ou dangereuses, on le dira également. Je crois aussi qu'il veut essayer de hâter la fin de la guerre en Ukraine. Espérons que cela se fera. En moins de 100 jours. Espérons que cela se fera. Voilà. Alors, on verra ça avec impatience et bien évidemment on fera des émissions là-dessus. Justement, vous parliez du conflit israélo-palestinien, qui vous tient quand même très à cœur, soyons tout à fait francs. Est-ce que vous pouvez comprendre que beaucoup de Français s'en fichent complètement ?
Bien, je peux le comprendre en un sens, mais pas complètement, parce que pour 3 raisons que je vais vous indiquer assez rapidement. La première, c'est que je considère, si vous voulez, que il y a une morale et que la façon dont sont quand même traités les Palestiniens, qui sont quand même chez eux et dont on dépossède de leur territoire, et c'est un véritable génocide, une extermination de masse qui a eu lieu, est quand même extrêmement choquante. Bon, c'est bon qu'on puisse dire. Donc déjà, il y a une question morale. Bon, mais je dirais que en plus, les interventions soit directes, soit via les États-Unis au Proche-Orient, ça nous ramène aussi beaucoup de migrants. Ça déstabilise ces pays-là. Ça nous ramène beaucoup de migrants, à commencer par les Syriens et d'autres aussi, puisqu'ils auraient eu la Libye qui ont déstabilisé avec Kadhafi. Donc ces entreprises de déstabilisation du Proche et du Moyen-Orient au profit de la domination israélienne sur la région a des conséquences très directes, avec des millions de migrants, de vrais faux réfugiés qui viennent en France et en Europe. Donc ça n'est pas sans conséquences directes pour nous, en tant que Français, Européens et en tant que nationalistes. Et puis la troisième raison, qui peut être la plus importante et que beaucoup de gens ne voient pas, c'est qu'il ne faut pas oublier que l'entité sioniste est l'épicentre de la religion de la Shoah. Et cette religion de la Shoah, elle sert bien sûr à génocider les peuples palestiniens, mais elle sert aussi à anesthésier les peuples occidentaux et à neutraliser les droites populistes nationales en Europe. Puisqu'aussi bien, je l'ai souvent expliqué, la religion de la Shoah est à l'origine, c'est pas la seule, mais la grande partie à l'origine de notre impuissance et de notre décadence, parce que à chaque fois qu'on veut prendre des mesures qui vont dans le bon sens, on nous dit vous pouvez pas parce que ça rappelle ce qui s'est passé pendant la guerre. Veut-on renvoyer des immigrés chez eux? On nous dit non, vous allez les déporter comme vous déportez les juifs, donc c'est un crime abominable. Si on veut défendre la natalité française, les valeurs traditionnelles, la famille, dire que le mariage d'un homme et une femme, avoir des enfants de mère naturelle, on dit mais ça c'est du pétainisme, Pétain était complice d'un génocide. Si vous voulez défendre les valeurs traditionnelles, on dit mais ça c'est un discours qui fleure dans les années 30, on sait où ça a mené, voilà. Donc si vous voulez, toutes les mesures de renaissance nationale, de résurrection nationale, de redressement national sont finalement annihilées du fait de ce spectre de la Shoah, etc., des chambres à gaz, etc. Et ça, Le Pen l'avait très bien compris, d'où ces petites phrases où il a semé, tel le petit poussé, des petits cailloux révisionnistes pour essayer de desserrer les taux et de faire émerger la vérité historique et de montrer que finalement, voilà, c'est le cœur nucléaire de notre esclavage. Il faut dire ce qui est, voilà. Donc, Israël s'en sert énormément pour évidemment génocider les Palestiniens, détruire les pays voisins, mais aussi contre les autres pays, les pays occidentaux, etc. C'est évident. Je dirais, on n'emmènerait pas en permanence les collégiens, les lycéens qui est à Auschwitz, qui est au Shrutov, qui est au camp des Milles, qui est au mémorial de la Shoah. On n'en ferait pas des tonnes dans les médias si ça n'était pas central et s'il n'y avait pas une dimension politique fondamentale dans tout ça. Il s'agit de décérébrer les cerveaux pour en faire des citoyens arc-en-ciel, des citoyens cosmopolites, des citoyens du monde et non pas attachés à leur patrie. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que la version officielle obligatoire de la dernière guerre, elle sert à détruire l'ordre ancien, l'Europe et la France historique, tant sur le plan de la famille, de la nation, des corps intermédiaires. Enfin, ça me paraît aveuglant. Et plus d'une évidence aveuglante. Et plus on avance dans le temps, plus c'est évident, quoi. Et ça, Le Pen l'avait parfaitement compris. Il y a peu de gens qui l'ont compris, ça. Et donc, si vous voulez, on peut pas être pro-israélien quand on voit ça, parce qu'on voit très bien que c'est le cœur nucléaire c'est une entreprise de destruction massive de notre identité, de notre souveraineté et je dirais de notre âme. Vous vous rendez compte qu'on en est aujourd'hui à ce qu'on encourage les jeunes gens et les jeunes filles à changer de sexe, c'est-à-dire à se mutiler. On est contre l'excision à juste titre, mais c'est la même chose. On les mutile de manière réversible, des mutilations sexuelles pour changer de sexe, qui d'ailleurs est une illusion totale, avec toutes les conséquences que ça. Beaucoup de gens après se suicident, des dépressions terribles, il y a des choses épouvantables qu'on cache, évidemment qu'on occulte volontairement, et on en est là qu'aujourd'hui, on en est là, et on n'est même plus capable de se battre contre ça. Vous vous rendez compte, c'était inimaginable il y a encore 15 ou 20 ans. Donc on va toujours de plus en plus loin dans l'horreur, dans l'abjection, dans l'ignominie et dans l'aversion, dans tous les domaines. Et donc ça aussi, la religion de la Shoah favorise tout ça, etc. C'est-à-dire l'idéologie dite antidiscriminatoire, quoi, et qui amène à ce que maintenant on peut même plus dire qu'un homme est un homme, une femme est une femme. Enfin, on en est là, si vous voulez. Des choses aussi évidentes que ça. Il faut comprendre que tout ça, c'est proprement satanique, quoi, proprement diabolique, quoi. On est vraiment, nous sommes encore dans le temps après l'épiphanie, on est vraiment dans une forme de contre-incarnation, proprement diabolique, puisque le Verbe qui se fait homme, voilà, le Dieu qui se fait homme, il a vécu comme nous tous, sauf le péché. Il a vécu, il a mangé, il a bu, il s'est promené, et
et finalement, il a été charpentier. Bon, et là, en l'occurrence, la vie dans sa simplicité, dans sa beauté, eh bien, elle est mise en cause, finalement, hein, par quelque chose qui est proprement diabolique, quoi. Il y a une forme de contre-incarnation, quoi. Faut non seulement de désincarnation, mais de contre-incarnation. Bien comprendre, ça. C'est diabolique, c'est vraiment Satan qui mène le bal, quoi, dans tout ça. Et donc, on a vraiment un combat qui est anthropologique, même, hein, civilisationnel. Et là, on voit très bien que même ce qu'ils veulent faire maintenant, ils veulent légaliser l'euthanasie. Or, comme disait très justement le crusquant professeur Jean-Claude Martinez, il faut savoir si on veut s'occuper d'abord des dieux du stade ou des vieux au dernier stade, finalement. Et que, en quelque manière, on parle toujours d'acharnement thérapeutique. Il n'y a pas d'acharnement thérapeutique en France. C'est un abandon thérapeutique. Il suffit d'aller dans les services d'urgence où on attend des heures pour avoir une IRM, même si on a des hémorragies de partout, pour faire un scanner, une IRM, etc. Et les EHPAD, c'est épouvantable. Faut voir ce que sont les EHPAD, quoi. Je rappelle que dans les premières semaines du Covid, il y a 30 000 Français qui sont morts, qu'on a piqué, qu'on a achevé au Rivotril, pardon, qu'on a enfouis dans des housses en plastique là en toute vitesse. Enfin, c'était l'horreur, quoi, qu'on a laissé dans leur couche avec des excréments, de l'urine, que sous-alimentés. Enfin, c'était on n'a pas le droit d'aller les voir pour un virus d'une létalité pourtant très limitée. Enfin, quelque chose d'effrayant, hein, voilà. Et vous imaginez, avec l'euthanasie, ça va être 100 fois pire, hein, ça va être l'horreur, hein. Et on voit très bien que c'est ce qu'ils veulent faire. D'un côté, les bébés avortés, de l'autre, la vie euthanasiée. On s'en prend au debout de la chaîne. Ouais, voilà. Vous avez raison. Vous êtes père de familles nombreuses. Est-ce que, comme le Parti de la France, vous craignez pour l'avenir des enfants blancs ? Bien sûr. D'ailleurs, dès aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, et plus encore souvent de jeunes femmes, lorsque elles se promènent dans les rues, même parfois de jour, hein, on l'a vu, peuvent faire des rencontres effrayantes, quoi, avec des viols, des tortures, c'est quand même malheureusement très souvent ce qu'on appelle des faits divers, mais autrefois ça n'existait pas, ça. Je veux dire, c'était quelque chose qui n'existait pas dans les annales ou qui était tout à fait exceptionnel. Là aujourd'hui, c'est quelque chose qui est devenu quasiment banal. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des fauves, et ça en grande partie c'est quand même lié à la politique criminelle d'immigration. Et donc oui, effectivement, on peut s'inquiéter. Et on peut s'inquiéter aussi pour les enfants blancs, parce qu'à partir du moment où on devient en minorité dans un pays, on ne fait plus la loi. Et non seulement on ne fait plus la loi, mais on doit baisser les yeux, quitter le trottoir, et même parfois subir des humiliations, des vexations qui peuvent aller très loin, et même des violences. Donc oui, c'est effectivement très inquiétant. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'on doit faire face à la fois à des agressions de l'extérieur et à une dissolution de l'intérieur, hein. Les agressions de l'extérieur, c'est l'immigration massive, c'est aussi l'Union européenne qui nous détruit, qui détricote le pays, et puis les agressions internes, je vous dis, par exemple le LGBTisme, l'homosexualisme, ça va dans le même sens. C'est pas un hasard que tous les sites comme la LICRA, tout ça, ils soutiennent ça à fond, c'est logique, hein. C'est toujours la volonté de détruire notre pays, notre civilisation, sans prendre à l'être humain dans son identité la plus profonde. Ça va quand même très très loin. Quand on réfléchit, c'est proprement diabolique, hein. Mais remarquez tout, c'est comme ça. Regardez la crémation, maintenant il y a un Français sur deux quasiment qui se fait maintenant incinérer. C'est aussi une rupture totale avec nos traditions. C'est quelque chose d'abominable, de brûler les corps. De cette façon-là, il y avait un respect des corps, en plus une forme de négation implicite du dogme de la résurrection de la chair à la fin du monde. Bon, non, c'est tout à fait antichrétien, et on voit très bien que l'euthanasie, le suicide assisté, c'est quelque chose d'horrible, hein. Et donc on voit très bien que tout est fait pour vraiment nous détruire à tout point de vue, de l'extérieur et de l'intérieur, par la submersion et par la subversion, par les agressions externes et la dissolution interne. Voilà. Et donc le combat, évidemment, il est gigantesque. Et c'est sûr qu'il y a une proportion de force et de moyens qui est considérable, puisque nous, c'est un peu le pot de terre contre le pot de fer, si j'ose dire. Mais néanmoins, nous ne pouvons pas faire quoi que ce soit d'autre que de résister autant que nous le pouvons. Parce qu'il faut bien comprendre qu'on tue nos défenses immunitaires, qui nous protégeaient justement. Voilà. Mentalement, sur le plan mental, sur le plan ethnique, sur le plan civilisationnel, sur le plan religieux, sur le plan spirituel. Et en l'espace de quelques décennies, ce qui se passe est effrayant. Et ça va à une vitesse grand V. Tout s'accélère. Et je dois dire que depuis le vote du PACS en 99-2000, et c'est encore aggravé depuis ce qu'ils ont appelé le mariage pour tous, moi je vois une dégradation continue. Là par exemple, tout ce qui concerne l'homosexualité, maintenant la transsexualité, ça prend des proportions, enfin c'est véritablement tabou, hein, comme la Shoah maintenant. Moi j'ai vu dans les tribunaux, c'est jugé aussi sévèrement, voire plus encore, que tout ce qui concerne
l'histoire officielle de la Seconde Guerre mondiale. Hein. La montée de l'insécurité et de la délinquance, vous l'avez vu, ces 30 dernières années également, il y a une aggravation de ce côté-là également. Il y a une aggravation constante, parce qu'il y avait encore 20-30 ans, il n'y avait pas autant de crimes absolument affreux, notamment de jeunes filles, de jeunes personnes. Maintenant, il y en a je ne sais pas combien par année. C'est que finalement, lorsque vos enfants, vos adolescents vont à l'école, quand bien même prennent-ils un bus scolaire ou autre, ou un train ou un tram ou que sais-je, on est inquiet. On est inquiet parce que même de jour, on se dit quelles mauvaises rencontres peuvent-ils faire, des bandes, des individus. Parce qu'en plus, vous avez toute une série de gens aujourd'hui qui sont malades mentaux. Et alors, il y en a aussi parmi les Français de souche, mais il y en a aussi beaucoup parmi les immigrés. Et ça peut faire des désastres. Hein, ça. Donc, oui, quand on y réfléchit, c'est vraiment une politique criminelle qui est faite, que ce soit le LGBTisme, le transsexualisme abominable, que ce soit l'immigration de masse. On a vraiment affaire, le mot n'est pas excessif, à des gouvernements criminels. Quoi. C'est ça qui est effrayant. C'est même près de l'avortement, hein, où on tue des enfants innocents dans le ventre de leur mère, 250 000 par an. On a commémoré les 50 ans de la loi Veil il y a quelques jours, le 17 janvier 2025. C'est 10 à 12 millions d'enfants sains avortés dans le ventre de leur mère, hein, 200 000 par an. 10 à 12 millions, c'est considérable. Hein, beaucoup plus qu'un certain chiffre sacré. C'est même le double du chiffre officiel. Effectivement, je comprends. Oui, si je vous dis, Jérôme Bourbon, vous êtes un complotiste, est-ce que vous le prenez bien ou mal ? Ça ne nous dérange pas, parce que de toute façon, il est évident qu'à partir du moment où il y a de la politique, il y a de l'intrigue. Hein, je crois que, comme dit l'adage, si la nuit vous vous retrouvez sous un arbre et qu'il en tombe des pommes, il y a de fortes chances que vous soyez sous un pommier. Bon, eh bien, je dirais que quand vous voyez un certain nombre d'éléments troublants, on est obligé on est amené à se poser des questions. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faille être naïf ou qu'il faille croire tout ce qu'on peut trouver sur Internet, évidemment. Il y a un esprit critique à avoir dans tous les sens, dans tous les domaines. Mais il me paraît évident que si on croit, on gobe toute la vérité officielle sans aucune réserve, sans aucune distance critique, eh bien, je crois qu'on est mûr pour l'esclavage. Donc, il me semble qu'il est nécessaire d'avoir une distance critique, voilà. Mais après, évidemment, elle doit être employée à bon escient, et non pas, évidemment... Du vivre ensemble, par exemple. Non, je crois qu'au contraire, il y a une volonté, vous savez, nous avons eu la chance, dans notre pays pendant des siècles, de bénéficier d'une grande homogénéité corporelle, culturelle et spirituelle, un substrat ethnique et civilisationnel commun, et l'avoir perdu est une catastrophe incommensurable. Hein. Et ceux qui ont fait ça portent une responsabilité incommensurable. Vous êtes un peu, comment je pourrais dire, vous savez que je prends un risque quelque part en vous invitant sur mon plateau, mais si je prends ce risque, c'est parce que je prends beaucoup de plaisir à le faire aussi. Je vous en remercie. C'est tout à fait normal de mon point de vue, en tout cas, même si je pense que pour beaucoup, il y a peut-être une forme de réserve. Vous êtes un peu une bête noire pour le camp national, pour beaucoup de gens. Je l'ignorais. Est-ce que pour vous, c'est une médaille ou une défaite ? Ni l'un ni l'autre, vous savez, ce qu'on peut dire de soi, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est vrai, c'est que j'essaye de dire ce que je pense, d'écrire ce que je pense, être un peu sans filtre en quelque sorte. C'est ce que j'ai beaucoup apprécié chez Jean-Marie Le Pen, chez Robert Frisson, chez Pierre Sidos, 3 géants qui, hélas, en quelques années nous ont quittés. Et j'ai beaucoup été marqué par eux. Moi, je ne crois pas tellement à toutes ces stratégies, ces tactiques où il me semble qu'on avance en disant la vérité, et qu'aujourd'hui, on est tellement dans un océan de mensonges, de corruption, qu'il convient de ne pas faire preuve de duplicité, d'une habileté manœuvrière particulière, mais de dire la vérité. Voilà, moi, il me semble que c'est ça qui m'intéresse. Parce que si je me suis engagé à Rivarol, c'est pour dire la même chose qu'à Libération, qu'au Figaro, mais simplement pour plaire à un camp ou à une famille ou à un clan, ça ne m'intéresse pas. Moi, je dis la vérité, même parfois quand elle déplaît. C'est pourquoi parfois il m'est arrivé d'être minoritaire, effectivement, sur certains sujets dans notre mouvance, mais c'est parce que il me paraissait important de défendre ces positions-là. Voilà. Parce qu'elle, oui, parce qu'elle me paraissait conforme à ce que je croyais être vrai, à ma conscience, à mes convictions, à ce qui me paraissait devoir être dit. On peut dire que vous êtes un bon vivant, un peu gastronome. Est-ce que vous pensez que ça fait partie de la mode de vie à la française ? Malheureusement, ma corpulence l'indique.
quand bien voudrais-je le cacher. Oui, je dois dire que je ne suis pas spécialement végane, et d'une manière générale, je trouve assez triste, parce que ça fait partie aussi des traditions françaises, d'aimer la bonne chair, d'aimer aussi les bons vins. On a un pays qui est d'une richesse exceptionnelle là-dessus, et je trouve très triste personnellement de voir aujourd'hui le triomphe de la restauration rapide et la perte finalement. Même maintenant, je vois dans des petites villes de province, on a du mal à trouver un restaurant, une auberge comme autrefois, hein, puisque maintenant vous n'avez plus que des McDo, des Burger King, des kebabs, etc. Et c'est très difficile maintenant de trouver. On peut encore dans les grandes villes, mais c'est vrai que dans des villes moyennes, a fortiori dans des villages, dans des bourgs, c'est très difficile aujourd'hui, de ce qui autrefois était très courant, de trouver des petits restaurants sympathiques qui fleurent bon la France traditionnelle. C'est très rare à trouver, et c'est une grande tristesse pour moi, parce que on y appréciait, même les routiers. Les routiers, il y en a quasiment plus maintenant, et on mangeait de manière très, très copieuse, et c'était une cuisine qui était de bonne qualité finalement. Et donc, oui, je dirais que je suis assez gastronome. J'ai toujours aimé les bonnes choses, le raffinement aussi des plats. Donc, pourquoi j'apprécie encore quelques grands restaurants qu'on a. De temps en temps, il m'arrive d'y aller, parce que je trouve que la cuisine peut être un art, et qui peut même aller confiner au génie parfois, hein, c'est fait avec un talent fou et une grande conscience professionnelle. Mais c'est vrai que en plus, partager un bon repas avec des amis, avec de la famille et tout ça, je trouve que c'est merveilleux, c'est un moment fantastique. C'est dans l'évangile, on voit souvent le Christ à table. Alors évidemment, lui, il ne commet aucun excès, il est Dieu, il ne commet aucun péché, mais il y a quand même souvent des repas, parce que le repas, c'est important, c'est là que des choses importantes peuvent se dire, où on peut échanger, on peut apprendre à mieux se connaître. Moi, je vois par exemple avec mes enfants, qu'est-ce que j'aime les grandes tablées que l'on fait le dimanche, même le soir, etc., où on discute, il y a des rires, parfois des fous rires, parfois des moments un peu plus difficiles, on échange la journée, parfois à l'école c'est bien passé, parfois c'est moins bien passé, on raconte ce qui s'est passé avec des camarades, avec la maîtresse, avec ses professeurs, on dit un peu ses sentiments du moment, les projets que l'on va faire, les prochaines vacances, voilà. Et puis après, après le repas, on fait la prière du soir, il y a le chapelet, après il prend un tel, tiens la grand-mère qui est malade, tiens un tel pour ses examens, tiens quelqu'un vient de mourir, il faut prier pour le repos de son âme, etc. C'est magnifique de prier, de chanter en commun, et ça, je dois dire que c'était perdu. Oui, le père il chantait tout le temps, et je veux dire, les gens ne chantent plus, ne prient plus aujourd'hui. Quelle tristesse, quoi. Je veux dire, c'est une grande perte finalement, et comme disait Papy XII, une famille qui prie est une famille qui vit. Et je dois dire que, voilà, je crois que dans la joie et la bonne humeur, ça doit se faire. Je crois vraiment que, quand bien même il y a des difficultés, Dieu sait qu'il y en a des épreuves dans la vie, il faut garder cette joie de vivre, cette gaieté qui me paraît très importante. C'est vrai que moi je suis toujours frappé quand il m'arrive de prendre le métro quand je suis à Paris, je vois la tête des gens, c'est effrayant. Il y a une tristesse chez eux, ils sont hébétés. Mais alors je dois dire que maintenant, en plus avec le téléphone portable, je reconnais que c'est pratique, hein. Moi-même, je l'utilise souvent, hein. On est tous, on ne se rend pas compte depuis la création des smartphones en 2007, il y a près de 20 ans aujourd'hui, combien ça a changé. La télévision avait déjà changé, hein, les mœurs et tout ça. Le démographe Jacques Dupaquier, mort aujourd'hui, me disait que on avait constaté, lorsque les télévisions sont arrivées chez les gens dans les années 60-65, qu'il y a eu une chute de la natalité qui était considérable. Les gens se couchant plus tard, regardant des séries télévisées, etc. Il y a eu une chute de la natalité. Il disait que le phénomène de la généralisation de la télévision avait joué un rôle très important. Ça a changé la société de manière considérable, hein. Puis ça a été aussi les lois sur la contraception, etc., qui sont arrivées en même temps. Donc tout est arrivé dans là aussi, c'était une destruction massive, tout cela, de la civilisation et la France traditionnelle. Mais il est certain que le smartphone, c'est un deuxième choc considérable, hein. Et de ce point de vue-là, bon, c'est frappant à voir. Moi, je vois toujours des gens dans le métro qui un journal papier, un livre et tout ça. Maintenant, c'est fini, ou c'est l'exception, hein. C'est le téléphone, bon, ou avec le jeu vidéo, les gens qui regardent. Bon, parce que le problème, c'est qu'on lit pas de la même façon le smartphone. Un journal papier, vous voyez, vous avez des articles longs, vous pouvez y revenir, vous tournez la page, vous revenez en arrière, en avant. Le smartphone, vous avez des choses très courtes, quoi. Vous faites défiler, etc. Donc, ça ne favorise pas la réception, l'esprit critique, l'esprit délié, etc. Comme un journal et comme une lecture qui forme l'esprit. Moi, je me suis formé beaucoup l'esprit avec le journal de presse nationale, avec National Hebdo, avec Minute, avec Présent, avec l'Action française, tous ces journaux qui ont disparu, d'ailleurs tous sans exception. C'est effrayant, quoi. Mais moi, j'ai beaucoup appris.
Hein. Si je suis ce que je suis, bon, j'ai dit à Le Pen, c'est certain, mais il y a aussi tous ces journaux et les livres que j'ai lus également. Cette bibliothèque finalement qui est formatrice et qui est irremplaçable. Bon. Et donc, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, oui, moi je trouve que souvent, je trouve les gens tristes, quoi, finalement. Et il me semble qu'autrefois, même si par certains côtés la vie était plus dure, hein, on en bavait, hein, pour remuer la terre, les femmes qui allaient au lavoir, tout ça, la vie était plus difficile qu'aujourd'hui, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a quand même plus de gaieté, plus de moments où on s'amusait vraiment, quoi. Et puis les anciens qui, devant un feu de cheminée, racontaient sans notes, avec cette transmission orale, finalement, ce qu'était l'histoire du village, l'histoire du pays, raconter plein d'anecdotes, plein d'histoires et tout cela. Aujourd'hui, on est vide, quoi. On est vide, on est transparent. Et justement, vous avez dû en rencontrer plein, je pense, moi aussi, absolument tout le monde dans le camp national. On rencontre des gens qui pensent comme nous, qui sont radicalement d'accord avec notre discours, mais qui sont rongés par une forme, je vais pas dire de déprime ou de dépression, mais de pessimisme extrêmement exacerbant, qui disent tout est foutu de toute façon, ça sert à rien d'agir, ça sert à rien de militer, ça sert à rien de faire ceci, de faire cela. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens complètement désabusés par la situation qui nous submerge ? Il y avait une expression, Jean-Marie Le Pen, qu'il employait souvent, que j'aimais beaucoup. Il disait, je cite, qu'il était un pessimiste gai. Et j'aime beaucoup cette expression. C'est-à-dire qu'en réalité, il était lucide sur la situation, sur les dangers et les périls auxquels notre pays, notre peuple devait faire face. Et il a même dit plusieurs reprises sur le papier, c'est fichu. Moi, je l'ai entendu dire lorsqu'il a déjeuné avec Bruno Maigret pour les 50 ans du Front National à un restaurant parisien, dans le 7e arrondissement, leur accompagnant, il a dit, je cite, je l'ai toujours su, c'est foutu. Voilà. Donc, si vous voulez, lui-même, il avait conscience de tout cela, etc. Mais en même temps, on a quand même le devoir de combattre. Parce que d'abord, on ne sait pas ce que la Providence a décidé. Hein, et d'autre part, même ne serait-ce que pour nos enfants, pour notre conscience aussi à nous. Et je crois que comment dirais-je, rester dans une forme de catastrophisme absolu, ça empêche toute action. Hein, et c'est donc très négatif finalement, et ça favorise la dépression. Je rappelle que la France est le pays au monde où on consomme le plus d'anxiolytiques, de psychotropes, hein, et ça n'est pas étonnant. Et quand je vois, je vous dis, les visages des gens dans le métro, parfois y compris des gens jeunes d'ailleurs, hein, et que ça on les dit d'ailleurs, c'est d'une tristesse infinie. Quand vous voyez ces jeunes filles, la façon souvent dont elles parlent ou dont elles s'expriment, on se dit qu'on n'aurait même pas envie de leur conter fleurette. Moi, c'est pas mon cas, parce que de toute façon, je suis casé depuis 20 ans, et j'en suis très heureux, mais si c'était pas mon cas, j'avoue, j'aurais pas forcément envie, hein, ça donne pas tellement envie, hein, voilà. Je comprends tout à fait. Le désespoir en politique est une bêtise. Bien, de même qu'il ne faut jamais désespérer de son salut, c'est un des péchés contre le Saint-Esprit, il enseigne le catéchisme. Oui, il ne faut jamais désespérer, c'est certain, mais il ne faut pas non plus s'illusionner. Et c'est ça la difficulté, c'est qu'il ne faut pas non plus prendre des vessies pour des lanternes, il ne faut pas s'en laisser compter, et il ne faut pas non plus s'illusionner par le grand soir électoral, par l'idée que tout va changer d'un seul coup de baguette magique, parce que tout ça, c'est de l'illusion. Voilà. Mais écoutez, j'ai posé toutes les questions que je souhaitais vous poser. Je vous remercie en tout cas de votre invitation, j'espère n'avoir été trop long. Non, tout est bon, j'ai été ravi de vous recevoir. De toute façon, vous savez, dans notre émission, on coupe rien, on laisse absolument tout. Je vous remercie. Il y a rien de coupé. Ah bah c'est le principe de l'émission. Donc on a pris plaisir à vous écouter. Vous pouvez bien évidemment retrouver Rivarol, il y aura le lien dans la description. Version numérique, version physique, vous faites avec Profer. Le site c'est rivarol.com, hein, voilà. Je vous invite vraiment, parce que je pense qu'il n'est pas excessif de dire que c'est quand même une presse, un journal incomparable à nul autre quand même. Hein. Je pense vraiment que, tant en France qu'en Europe, je pense. Hein. Je pense vraiment que vous aurez du mal à trouver l'équivalent, et essayez, vous verrez. Si ça vous plaît pas, vous n'êtes pas obligé de continuer, voilà. Mais je pense que ça peut quand même vous plaire, et en plus je pense qu'il y a quand même un certain amour de la langue française qu'on essaye quand même de garder, autant que faire se peut, une certaine qualité littéraire également. Voilà, donc pour soutenir la cause, ça peut être très bien, il y aura le lien dans la description, vous aurez juste à cliquer, donc c'est quand même bien la modernité. N'hésitez pas à mettre des commentaires, déjà pour savoir ce que vous avez pensé de l'entretien, n'hésitez pas à faire des suggestions d'invités, ça peut être toujours aussi intéressant de savoir ce que vous souhaitez également, et quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel entretien du Parti de la France.